Sur le cinéma, qui s'appelle le cinéma Retrouver le chemin des salles. J'ai avec moi Ilir Sergin, cinéaste et coprésident de la CID, Association du cinéma indépendant pour sa diffusion. Juliette Rissard, directrice déléguée de Eurocinéma, un syndicat de producteurs au niveau européen, et Étienne Olanier, coprésident du SDI, syndicat des distributeurs indépendants, et également co-gérant la société de distribution et d'exportation Jour de Fête. Donc, avant de vous laisser la parole, j'aimerais revenir sur le contexte pour le cinéma actuellement en France, après une année particulière. Une année placée sous le signe de la crise sanitaire, avec une première fermeture des salles le 14 mars 2020, puis une réouverture en effet yo-yo pendant l'été, pour de nouveau une fermeture depuis le mois d'octobre. Depuis cette fermeture, on estime à 400 films qui ne sont pas sortis dans les salles. Il y a un enjeu maintenant de la réouverture. Le ministère de la Culture a annoncé plus ou moins en demi-teinte une date de réouverture le 17 mai. On va en parler. On va également parler des plateformes de VOD qui, du coup, pendant cette crise sanitaire, ont, elles, augmenté et pris en puissance. Une accélération d'un processus qui est là depuis longtemps. Netflix, en 2020, c'est plus 22% de chiffre d'affaires. Donc, il y a aussi des nouveaux acteurs comme Disney+, qui, après un peu plus d'un an, est à 94 millions d'utilisateurs. Donc, on va parler de ça. On va parler du décret SMAD, qui, en fait, les SMAD, donc c'est les services de médias audiovisuels à la demande. C'est ce qu'on a, ce sont donc ces plateformes. Donc, on va parler de ce décret qui parle des obligations de financement du cinéma européen par ces plateformes. Mais du coup, tout d'abord, j'aimerais évoquer avec vous, peut-être Étienne ou Idir, vous pouvez commencer sur du coup la réouverture des cinémas, comment on planifie, comment on fait en sorte de sortir ces 400 films qui ne sont pas sortis, comment on fait en sorte que le cinéma indépendant ait la belle place dans cette réouverture. Je te laisse commencer. Oui, bonjour. Effectivement, on se retrouve dans une situation très complexe après autant de mois de crise, et puis ça n'est pas encore terminé. Comme Colline l'a dit, nous attendons toujours une date de réouverture, et pour l'instant, la date du 17 mai est très, très hypothétique. Alors, effectivement, comme dans un monde normal sortait avant la crise à peu près entre 15 et 25 films par semaine, on fait le calcul assez facilement du nombre de films qui n'ont pas pu sortir pendant ce confinement, et on l'estime à effectivement entre 400 et 500 films qui sont restés sur les étagères des distributeurs, à la fois des distributeurs indépendants et puis des distributeurs beaucoup plus gros comme ceux qu'on a cités, qui ont aussi des SMAD, Disney et d'autres. Donc on est très inquiet, tout le monde de l'indépendance, de cette reprise, parce que contrairement à juin 2020, où il y avait plutôt eu une pénurie de films et un début assez difficile de la reprise, là, avec un festival de Cannes qui s'annonce début juillet, les distributeurs ont presque tous les films qui n'ont pas pu sortir entre Cannes de l'année dernière et ce Cannes à sortir rapidement. Et cette problématique rend l'équation assez insoluble, puisqu'il est inimaginable que non pas 15 ou 25 films sortent par semaine, mais 50 ou 60. Donc, dans ce cadre-là, vous l'avez peut-être vu, la médiatrice du cinéma a saisi l'autorité de la concurrence récemment pour qu'elle rende un avis sur l'opportunité de créer un calendrier concerté entre distributeurs, chose qui n'est pas permise en temps normal, puisque ça serait considéré comme une entente. Et l'autorité de la concurrence a rendu un avis positif avec certaines conditions, et donc une première réunion de travail a eu lieu cette semaine, et une seconde devrait avoir lieu la semaine prochaine sous l'égide du CNC et de la médiatrice du cinéma, en espérant qu'autour de la table travailleront à la fois les distributeurs indépendants qui sont très favorables à la concertation autour de ce calendrier de sortie, mais aussi les distributeurs plus puissants, afin qu'on puisse en quelque sorte lisser les sorties sur un nombre de mois plus conséquent que ce qu'on ferait si on travaillait tous de manière individuelle ou individualiste, pour que ce calendrier de sortie ne soit pas une gabegie et ne laisse pas de côté, je dirais, tout un pan de la diversité qui, si tous les gros films devaient sortir en même temps, ne pourraient sortir sur les écrans. Donc ça, c'est la problématique. Après, il y a beaucoup de choses à dire sur ce qui peut être mis en place pour essayer d'améliorer cette situation, mais ça sera peut-être
l'objet de cette discussion, et je vais passer la parole à Idir pour qu'il complète ce que je viens d'introduire. On est à la CID absolument ravis de cette décision de la DLC qui marque quand même des efforts collectifs pour arriver à une solution qui fasse le moins de mal possible à tous les représentants de l'indépendance et de la diversité. On aimerait par ailleurs, être un peu plus ferme, plus fort en tout cas sur les conditions de réouverture des salles, à savoir que pour nous il manque un étage à cette fusée qui s'annonce de celle des salles qui rouvrent, qui est la question de la régulation. Le lissage du calendrier, c'est une étape décisive, mais on pense que ça ne suffit pas. Il faut absolument s'assurer que les gros films n'occupent pas tous les écrans, sortent pas partout dans toutes les salles. On aimerait, par exemple, nous limiter, je le dis comme ça, sans avoir des chiffres absolument exacts, mais on aimerait bien, par exemple, limiter le nombre de sorties à 500 établissements, 12 000 écrans occupés. On aimerait qu'on réfléchisse à l'occupation d'un film sur des zones de chalandise, etc. Enfin, faire en sorte que la sortie soit intelligente et raisonnée, parce qu'il y a quelque chose auquel on ne croit pas, nous, à la CID, c'est au marché qui s'autorégule. On pense que c'est absolument pas ce qui va se passer, et que, évidemment, chacun aujourd'hui, et surtout les distributeurs et les producteurs, mais les auteurs aussi, on a tous, je pense, des intérêts particuliers, mais je pense que là, aujourd'hui, il faut faire front collectivement, et il faut d'abord défendre un intérêt collectif, parce qu'il en va véritablement de la création de ces entreprises qui sont, enfin de ces sociétés qui sont particulièrement fragilisées. Et derrière eux, c'est aussi des auteurs qui sont à la peine, puisqu'en effet, entre la réouverture, les fermetures, la réouverture, les fermetures, il y a beaucoup d'auteurs qui souffrent de ne pas avoir pu partager les films avec le public. Et donc vraiment, j'insiste beaucoup sur cette question-là, qui est la question de la régulation. Et là, on attend vraiment une volonté politique du gouvernement à travers le CNC, parce que rien ne peut se passer si le CNC s'empare pas de cette question-là. Et pour l'instant, on ne voit pas beaucoup de signaux là-dessus, mais c'est quelque chose sur lequel nous, on va beaucoup se battre. Voilà. Et du coup, sauf si Étienne, tu veux ajouter quelque chose, je pensais que... Je peux peut-être juste ajouter à ce que vient de dire un petit mot, parce que effectivement, les premières réunions montrent que, d'une part, je dirais, la décision de l'autorité de la concurrence ne permet que de travailler sur le calendrier de sortie entre distributeurs. Donc ça, je dirais que ça met de côté l'aspect régulation, qui est tout aussi important, évidemment, pour nous que ce que vient de rappeler Idir. C'est même essentiel et c'est même la priorité. Donc on a fait une demande très précise, très formelle de régulation lors des dernières réunions, et le CNC et la médiatrice nous ont conforté dans l'idée qu'ils allaient mettre en place quelque chose. Alors après, c'est vrai qu'au mois d'octobre, la médiatrice et le CNC avaient mis une recommandation qui avait permis déjà certains aménagements, une petite régulation de la reprise des sorties, mais petite, insuffisante. Et donc là, c'est vrai qu'on attend des mesures plus fortes. Idir a donné quelques exemples de limitation éventuellement du nombre de copies, mais ça peut être aussi des limitations par zone de chalandise, ça peut être une limitation du nombre d'écrans occupés par un même distributeur, et ça peut être aussi une limitation du nombre de films sortis par un même distributeur, parce que une des inquiétudes, quand on voit ce qu'ont déjà annoncé certains distributeurs américains entre la reprise et la fin d'année, c'est en gros tout leur line-up habituel sur une année concentré sur 6 mois. Donc certains très gros annoncent un film par semaine, et évidemment, si ces gros confirment un film par semaine sans qu'une régulation se mette en place, c'est 80-90% des écrans occupés par ces très gros distributeurs. Donc c'est évidemment essentiel que cette régulation ait lieu, dans un contexte qui est en plus compliqué par le fait que les engagements de programmation que prennent normalement les groupes, les circuits dans le monde normal, n'ont pas été homologués cette année à cause de la crise, et que du coup, la reprise, si une régulation exceptionnelle n'était pas mise en place, se ferait de manière totalement arbitraire. Enfin, chacun pourrait faire exactement ce qu'il souhaite. Donc c'est essentiel que très rapidement, on parle là de quelques semaines, que le CNC et la médiatrice se prononcent de manière très précise sur cette régulation. Merci. Juliette, vous avez une vision plus européenne de la chose. Est-ce que vous pouvez dire, votre perception de ce qui se passe en France, mais aussi d'un point de vue européen, sur les aides qui ont été
données, les aides qui ont peut-être manqué et cette couverture qui se profile en Europe un peu sur des dates similaires, même si la situation est différente pour chaque pays, mais on voit que la Suisse a réouvert. Bon, le Royaume-Uni n'est plus dans l'Europe, mais est encore concerné par les aides européennes au cinéma et les salles ont réouvertes. Donc du coup, pour vous, d'un point de vue européen, comment ça se passe ? Alors, d'un point de vue européen, si on parle uniquement de la salle, c'est une chose. Puis après, on peut parler aussi plus globalement de la façon dont ça a été, abordé par la Commission. La Commission, au début de la crise Covid, a pris la mesure très modérément, on va dire, de la détresse du secteur. Il faut quand même insister sur le fait qu'en France, on est un modèle pour beaucoup de pays d'États membres et en même temps un modèle qui est quand même finalement modérément suivi. C'est-à-dire que ce qui se passe en France, c'est un système extrêmement élaboré avec le CNC, avec les obligations de production, avec les engagements de sortie, les engagements de programmation. Tout ce système-là, c'est unique sur toute l'Europe et voire même dans le monde. D'accord. Donc, on ne peut pas réfléchir de la même façon sur ce qui se passe en France et sur ce qui se passe dans le reste de l'Europe. Et du coup, la Commission, finalement, était déjà, d'ores et déjà, avant la crise Covid, sur un tempo très, on va dire, nouvelles technologies, start-up, innovation, tout en ligne, voilà. Et donc, la salle étant considérée comme quelque chose de relativement, en tout cas dans le discours, un peu ringardisé sur il va quand même falloir se mettre un peu à la page. Il y a quand même un programme qui est financé, qui marche très bien, qui est Europa Cinéma, et qui d'ailleurs dont les crédits sont maintenus pour les salles indépendantes avec des engagements de programmation d'œuvres européennes. Mais ceci dit, ça reste quelque chose qui tend à se ghettoiser et finalement l'objectif de la Commission, c'est finalement comment est-ce qu'on pourrait, nous en Europe, être capable de rivaliser avec les géants du net et pas finalement qu'est-ce qui dans le futur, qu'est-ce que sera la salle du futur et de demain. Je donne par exemple, à aucun moment il n'est vraiment, avec tout l'argent du plan de relance tel qu'il a été proposé, vraiment envisagé d'inciter les pays à construire des salles. Par exemple, jamais. Alors même qu'on parle de fragmentation, on parle de difficultés finalement de communication, des effets, on va dire pervers du tout écran, de l'algorithme et tout ça. Bon, jamais il n'a été dit on va créer ni des centres culturels, je parle même pas de cinéma, mais même d'endroits où les gens peuvent se retrouver. Si vous êtes un jeune grec de 20 ans dans une ville moyenne, qu'est-ce que vous avez comme accès à la culture aujourd'hui, à part les géants du net? En fait, aucun. Voilà, c'est ça la vérité. Bon, donc ce sujet-là, à part les gens du cinéma voilà, et moi, enfin très peu de monde, personne n'aborde ce sujet. Donc en fait, finalement, ce qu'on appelle dans la bulle européenne la curation et en France la médiation n'est pas du tout un sujet qui est abordé. Et après, pour revenir plus précisément à qu'est-ce qu'ils ont fait, ils ont augmenté le budget média. Certes, et ils ont maintenu un bon budget Europa Cinéma. Ils ont encouragé les pays à dépenser leur argent conformément aux orientations donc l'argent du plan de relance, 750 milliards, dont 650 qui est dévolu à chaque État membre en fonction de l'ampleur de la crise Covid chez eux. Donc ces plans de relance en France, c'est 40 milliards. Dans d'autres pays, en Italie, c'est 200 par exemple. Mais on s'est tous battus pour qu'il y ait une obligation d'investir une partie de cette somme dans la culture. Ça a été modérément repris en fonction des différents pays. Mais de toute façon, les différents pays, il y avait aussi une injonction à dépenser dans ces plans de relance 20% dans le numérique. Pas 20% dans la culture, ni même 20% dans les salles, ni même 20% dans le numérique. Et donc, ce truc, finalement, c'est culture égale numérique, ou plutôt numérique. Le futur de la culture, c'est le numérique. Ce truc-là, c'est extrêmement difficile de changer, en fait, ce nouveau logiciel. Ce logiciel qui s'est accéléré, parce que ce que vous racontiez par rapport aux augmentations de la consommation des citoyens autour du numérique, et puis cette explosion ce qu'on appelle, en fait, au niveau européen, des streamers, dorénavant. On ne dit plus de plateforme de VOD par abonnement, mais streamers. Ça fait que n'importe quel citoyen d'Europe a un abonnement, soit Netflix, soit Amazon, parce que Amazon, ça va avec son compte. Tout le monde a une plateforme américaine chez soi. Et donc, cette explosion de la consommation a fait que la question unique qu'aujourd'hui on se pose, c'est comment rivaliser et est-ce que nous, en Europe, on sera capable de faire un
Netflix européen. Donc en fait, sortir de cette dialectique actuellement est extrêmement compliqué. Voilà, en gros, en préambule. Non, mais c'est intéressant et je pense que ça peut mener au sujet des plateformes et comment on régule les plateformes aujourd'hui, parce que ce sont des acteurs qui existent et vouloir les rivaliser, ça semble compliqué. Donc la question, c'est comment on régule l'impact qu'ils ont sur la culture et le cinéma en particulier sur le sujet de cette conférence. Donc en France, il y a un décret qui est en train d'être mis en place, le décret SMAD. Ça fait longtemps qu'il est travaillé. Aujourd'hui, est-ce qu'il est encore à la hauteur des enjeux actuels? Est-ce qu'il a pris conscience de la place que toutes les plateformes ont dans notre société? C'est une question. Mais du coup, c'est sur les implications de financement de cinéma et de production européenne. Donc les plateformes seront obligées de financer de 15 à 25%, il me semble, de leur chiffre d'affaires dans des films. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire sur maintenant la production cinématographique? Parce que est-ce qu'on reste sur une production cinématographique indépendante ou est-ce qu'on passe dans une logique de production cinématographique pour un consommateur? En gros, c'est est-ce que les films sont faits par la volonté d'un réalisateur qui a une idée et qui développe son idée artistique, ou est-ce que les films sont faits pour des consommateurs, que ça rentre dans des cases de diffusion? Voilà, je pense que peut-être on peut recommencer par vous, Juliette, parce que vous avez certainement travaillé beaucoup là-dessus au niveau européen. Alors, disons que justement, je reprends là où je m'étais juste arrêtée, je vais essayer d'être très rapide. C'est vrai que la logique de la Commission, c'est comment faire aussi bien que. Qu'est-ce que font les streamers actuellement? Ils produisent avec des logiques algorithmiques et ils recommandent avec des logiques algorithmiques. Alors, qu'est-ce que ça implique et quelles sont les conséquences? Aujourd'hui, finalement, c'est quelque chose qu'on savait, mais maintenant, on est un peu sommé d'y réfléchir puisqu'on nous propose le même modèle et on dit il faudrait savoir faire la même chose. Alors, premièrement, il faudrait avoir accès aux données. Ça, c'est la logique de la Commission. Vous ne pouvez pas faire de l'algorithme et de la production avec algorithme et de la recommandation avec algorithme sans avoir des données. Donc, il faut avoir accès aux données. Donc, puisqu'elles sont pour l'instant non accessibles, il faut d'abord y avoir accès. Donc, il y a tout un plan sur comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser ces données, d'abord y avoir accès et les données et les utiliser pour faire, nous aussi, des logiciels d'intelligence artificielle qui soient à même de concurrencer les streamers. Et puis après, on parle aussi de Facebook, Amazon, Facebook, Google et compagnie. Bon. Cette logique-là, après, à aucun moment, finalement, il n'est posé la question de est-ce que c'est un projet de société que l'on défend? C'est-à-dire qu'on est dans une logique, on va dire, consumériste. Pourquoi? Parce que simplement, ce sont les compétences de la Commission. Il ne faut pas oublier ça. C'est la concurrence libre et non faussée. Donc, et on est là pour savoir qu'est-ce que le marché peut proposer. Et donc, elle peut proposer une utilisation des données pour les entreprises européennes pour pouvoir faire ces logiques de production d'intelligence artificielle. Bon. Or, à aucun moment, on ne pose la question finalement, qu'est-ce que la culture dans tout ça et à quel moment, finalement, la culture a besoin de faire émerger l'inattendu pour pouvoir justement créer de la connaissance et de la beauté. À aucun moment, finalement, cette question-là n'est abordée et on est juste dans une logique mercantile. Alors, moi, j'ai rien contre les logiques mercantiles en soi. Simplement, la question, c'est que là, on parle de culture. Et donc la question, c'est quel est le récit que l'on va faire demain avec des guichets qui vont devenir de plus en plus uniques avec quelques boîtes. Pour rappel, plateforme de VOD par abonnement, c'est 90% du marché. Aujourd'hui en France, sur un oligopole de 3 entreprises. Et au niveau européen, c'est à peu près la même chose. Donc cette question-là n'est pas adressée. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on veut comme projet, comme récit culturel demain? Est-ce que c'est normal que ce soit 3 boîtes qui finalement nous racontent ce qu'on doit penser de la Révolution française, nous raconte ce que les Espagnols doivent penser de Franco, ce que les Allemands doivent penser de leur Vercingétorix, voilà. Donc, c'est pas que c'est pas bien que ça existe. La question, c'est comment est-ce qu'on se réapproprie notre récit et surtout, comment est-ce que finalement on fait émerger de l'inattendu pour recréer de la beauté de la connaissance. Ça, c'est un sujet qui n'est pas abordé. Et quant aux outils pour avoir accès à ces informations, c'est-à-dire les données pour pouvoir se réapproprier ça, pour l'instant, les plateformes, les streamers ne sont pas inclus dans la réflexion. Et tout le travail qu'on est en train de faire à Eurocinéma, c'est justement de faire parvenir à travers un certain nombre d'outils, dont des règlements qui sont sur la table, qui s'appelle le Digital Market Act, de réussir à récupérer, à avoir accès à ces données pour le bien de l'écosystème culturel français et européen. Voilà.
Merci beaucoup. Et du coup, oui, ça pose vraiment la question de la diversité des œuvres, puisque ces plateformes vont produire, mais vont-elles produire du cinéma indépendant qui ne serait pas régi par ces volontés algorithmiques? Est-ce qu'elles vont financer ce type de cinéma? Idir, vous êtes aussi cinéaste. Quel est votre point de vue sur le sujet? Moi, la première chose, pour réagir à ce qui vient d'être dit, moi, je pense que en réalité, la modernité, l'avant-garde de la pratique ou de la consommation, je mets des grosses guillemets derrière le mot consommation, d'objets culturels, et en l'occurrence, pour ce qui nous intéresse ici, nous, on pense que c'est la salle de cinéma qui préserve tout, qui préserve la diversité des œuvres, qui préserve la diversité de la pratique et qui est garante, c'est comme une espèce de temple qui est garante justement de l'espace où se pense la beauté du monde, sa cruauté, sa complexité, et donc est aussi un endroit de connaissance. La salle de cinéma, c'est pour nous fondamental. C'est là où tous, individuellement, nous nous retrouvons collectivement. La salle de demain, c'est aussi un endroit où on parle des films, où on parle des œuvres, où on parle des problèmes de société. C'est ça, la salle de demain. Ce que n'offrent absolument pas les plateformes. D'ailleurs, elles ne se posent même pas la question. Donc, il est fondamental pour nous de préserver cet endroit-là, qui est en plus quelque chose qui est purement français, parce que je crois que la France, c'est le pays où il y a le plus de salles par habitant dans le monde. Et par ailleurs, c'est aussi un endroit décisif pour beaucoup d'auteurs au niveau mondial, puisque beaucoup de Français, enfin beaucoup de sociétés de production françaises et de distribution ont des accords de coproduction, de co-achat, etc. Et donc beaucoup d'auteurs israéliens, chinois, hongkongais ont pu émerger grâce aux indépendants français. C'est quand même un truc qu'il faut rappeler. Et ils ont pu émerger parce que leurs films ont été montrés non pas sur une plateforme qui efface, nivelle, anonymise les artistes. Ils ont pu exister parce que la salle de cinéma met le doigt sur celui qui a créé, met le doigt sur celui qui a produit, etc. etc. Donc c'est une chaîne qui est très vertueuse et qui est fondamentale. Et puis, tout simplement, moi, je ne crois pas... Enfin, là, sans rentrer dans le détail immédiatement, mais on est en pleine négociation de la chronologie des médias, et je pense qu'on aurait aimé, et qu'on aimerait, qu'on souhaiterait, voir les plateformes investir financièrement dans la production d'œuvres cinématographiques. Mais moi, à titre personnel, nous, en tout cas, enfin, de ce que moi je comprends, je ne pense pas qu'elles aiment fondamentalement le cinéma. Je pense que ce qu'elles aiment, c'est alimenter leur flux. Donc elles ont besoin d'acheter des films qu'on fait parler d'eux, et donc ça raconte quand même quelque chose. C'est-à-dire que ça leur évite de faire des dépenses en termes de campagne publicitaire ou de communication. La salle de cinéma fait office de travail de com, par ailleurs, et d'identification d'une œuvre. Donc là, nous, on pense qu'une plateforme comme Netflix, elle a plutôt envie de mettre un peu d'argent parce qu'elle y est un peu contrainte à cause de la directive européenne, et puis parce qu'en France, on l'a contraint à ça. Mais la question, c'est pour quelle typologie de film elle va vouloir s'investir. On ne pense pas qu'elle soit très intéressée par la diversité, enfin que les plateformes soient très intéressées par la diversité. Le modèle français, en plus, est extrêmement exigeant, puisque investir dans le cinéma, pouvoir montrer l'œuvre dans une certaine temporalité, qui est la question de la chronologie des médias, nécessite d'être vertueux, donc d'être présent sur la diversité des œuvres, d'être présent sur un large panel d'œuvres et d'œuvres de typologie de cinéma. Et on ne pense pas que ça soit le modèle américain. Il suffit juste d'aller sur Netflix. Netflix, c'est quand même beaucoup. Enfin, moi, ce que je vois de ce qui est des productions de séries, par exemple, en France, c'est quand même beaucoup de séries sur des morts-vivants, des Dracula, des morts-vivants, des Dracula, puisque là, on parlait de Révolution tout à l'heure. Le film Révolution, c'est les morts-vivants pendant la Révolution française. Donc, on a un peu l'impression que c'est un chat qui se mord la queue, et que, en effet, c'est le gros risque. Le gros risque, c'est de se retrouver avec un cinéma qui n'ait plus d'âme, quoi, et qu'il soit juste un produit industrialisé. Et je pense que là-dessus, il va falloir être ultra vigilant et pas dérouler le tapis rouge aux plateformes, parce que je pense qu'on n'a aucun intérêt à ça. Je pense qu'elles ont tout intérêt à nous écraser. Et par ailleurs, pour réagir, et pour conclure là-dessus, moi, je pense que c'est une erreur que de chercher à créer en Europe un modèle qui soit concurrent du modèle du modèle américain, du modèle américain. Je pense qu'on peut imaginer des plateformes qui soient des plateformes de niche, qui se fassent l'écho de la diversité justement des œuvres, plutôt que de chercher une plateforme ou un groupe qui engloberait toute l'industrie et toute la production européenne. Je pense que c'est une grosse erreur. Voilà.
Merci. Je trouve ça assez intéressant, cette question de la salle de cinéma comme espace d'échange, espace de débat, une sorte d'agora au final où on peut prendre le temps de réfléchir ensemble ou tout seul, parce que quand on voit un film, on ne parle pas, mais on peut échanger après, et de réfléchir sur un sujet de société. Étienne, en tant que distributeur indépendant, vous distribuez beaucoup de films qui portent un regard particulier sur le monde. On pense notamment au film, le documentaire de David Dufresne, Un pays qui se tient sage, qui revenait sur les violences policières pendant les Gilets jaunes, mais aussi des films de fiction comme Papicha, qui revenait sur le sujet des années noires en Algérie. Vous, en tant que distributeur, est-ce qu'une stratégie de diffusion purement digitale ça semblerait pertinente, ou bien la salle de cinéma est un peu cet espace de recueillement, cet espace d'échange nécessaire pour faire vivre ces films et leur apporter toute la profondeur qui nécessite, dont leur sujet, que porte leur sujet? Alors, je crois comme y dire que, non seulement je crois, mais par ailleurs, c'est quelque chose qu'on défend énormément. La salle de cinéma reste le lieu où naissent les œuvres, et en particulier les premiers films, les seconds films et les films à débat comme ces documentaires dont vous venez de parler. On a fait l'expérience les uns les autres de tentatives en direct, tout VOD ou SVOD de films inconnus. Ça fonctionne pas du tout. C'est-à-dire que si un Papicha, par exemple, on avait décidé de le proposer à une plateforme ou de le sortir directement en VOD, on aurait fait quelques milliers d'actes, quelques milliers de personnes, quand avec une sortie salle qui venait de loin, parce que avant la sortie salle, il y a une présentation en festival, il y a toujours une présentation publique qui est l'occasion, je dirais, d'une rencontre du film avec ses spectateurs, avec la presse, etc. Donc c'est un long chemin, la sortie en salle, et un film comme ça finit par faire presque 300 000 entrées au cinéma, puis une très belle vie en VOD, mais parce que il a existé d'abord dans la salle de cinéma. Alors c'est vrai que nous, on revendique beaucoup, les distributeurs indépendants, les films qui parlent de notre société, qui défendent des idées, une certaine forme d'engagement, et on voit bien que la salle reste aussi un lieu, vraiment un lieu de discussion, un lieu d'échange, un lieu de débat. On l'a vu à la reprise de septembre, quand les gens ont commencé à revenir au cinéma, ça a été assez dingue. Et Un pays qui se tient sage est un très bon exemple, parce qu'on dit souvent notamment que les jeunes vont pas tellement dans les salles, etc. Moi, j'étais frappé par le nombre de jeunes, d'étudiants, de jeunes de 18 à 30 ans qui sont venus voir ce film parce qu'ils avaient envie d'en découdre, je dirais, de discuter. Et c'était un vrai bonheur de voir à quel point il y avait un public pour ce genre de film dans la salle de cinéma. Et c'est parce que le film est sorti en salle, alors, avec une sortie un peu écourtée, puisqu'il a pu tenir 3 semaines et après les salles se sont refermées, en tout cas qu'il a pu avoir une seconde vie là, récemment en VOD et DVD, et qu'on l'espère, il aura une 3e vie à la reprise des salles, puisqu'on a déjà des salles qui nous demandent de reprendre le film, le sujet étant évidemment toujours d'actualité. Donc c'est vrai que moi, je rejoins complètement ce qu'Idir a dit sur l'importance de la salle de cinéma, et aussi sur le fantasme qu'on a un petit peu autour de la plateforme. J'ai le sentiment que il y a un effet de mode, comme souvent avec les nouvelles technologies, comme on a pu l'avoir il y a quelques années aussi avec la 3D, par exemple, au cinéma, qui est une espèce de fantasme que tous les films vont passer en 3D, qu'on a maintenant tous les 15 ans. J'ai le sentiment que les plateformes, c'est un peu la même chose. Je trouve pas que ça soit mauvais, bien au contraire, c'est un nouvel axe de diffusion, mais c'est un peu comme quand la télé est apparue. Je me souviens d'une couverture de Paris Match avec Marilyn Monroe disant le cinéma est mort, etc., parce que la télé débarquait en France. Bon, Netflix, c'est un peu la télé d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'au fond, c'est jamais qu'un vecteur de diffusion avec effectivement une logique différente de la télé qui diffusait des programmes à heure fixe. Et là, il y a comme introduction, je dirais, d'innovation, que le public peut choisir ce qu'il veut quand il veut, et qu'en plus, on lui propose des choses. Donc ça, c'est les innovations, c'est très bien. Mais au fond, ce canal de diffusion qui est l'écran, petit écran, l'écran d'ordinateur ou l'écran de téléphone, c'est un peu la télévision d'hier. Et j'ai le sentiment qu'il faut être quand même relativement optimiste, hyper vigilant, mais optimiste. C'est-à-dire que
il y a un moment où la salle de cinéma reste quand même le lieu de rencontre, d'échange, et les humains sont faits pour échanger, discuter, se rencontrer, et je pense pas qu'on souhaite que quiconque souhaite vraiment je dirais des gens qui seraient enfermés chez eux derrière leur écran. Voilà, à l'adolescence, on a un peu ça avec les jeunes derrière leur écran, mais il y a un moment où quand même tout le monde a envie de ressortir, quoi. Et donc de ce point de vue-là, je reste assez optimiste. Alors après, juste pour pas être trop long et revenir sur ce qui a été dit avant de l'enjeu de la chronologie des médias. L'enjeu de la chronologie des médias et de cette nouvelle négociation, c'est parti effectivement de l'idée de faire rentrer les plateformes dans le financement du cinéma français, ce qui est évidemment très bien et très important, d'autant plus qu'elles ont beaucoup d'argent. Mais effectivement, c'est aussi parti d'un fantasme, c'est-à-dire qu'on s'est dit au départ dans cette négociation que ces plateformes allaient d'une certaine manière avec leur manne financière, remplacer certains acteurs historiques et apporter énormément à la production. Mais comme l'a dit Dir, comme leur modèle n'est pas du tout basé sur le cinéma, elles n'ont pas du tout envie que les films sortent au cinéma, puisque le film qui sort au cinéma, quelle que soit la nouvelle chrono qu'on imagine, c'est une diffusion sur les plateformes de longs mois après la sortie en salle. Donc leur modèle et le modèle de la salle sont complètement antinomiques. Donc elles y vont à reculons. Et on se rend bien compte dans les négociations, sans rentrer dans le détail des négociations, que pour l'instant, aucune plateforme ne souhaite vraiment être très tôt dans la chronologie des médias, parce que qui dit être très tôt dans la chronologie des médias, dit investir beaucoup, beaucoup d'argent dans le cinéma. Donc en fait, l'enjeu principal de cette négo, c'est de préserver les acteurs historiques qui sont quand même ceux qui financent le cinéma, tout en raccourcissant un peu l'entrée des plateformes pour qu'elles investissent dans le cinéma. Et après, c'est essayer de flécher aussi les investissements sur certaines typologies de cinéma. Et là aussi, comme l'a rappelé Idir, c'est compliqué parce qu'effectivement, les plateformes, elles ont leurs souhaits, les programmes qu'elles souhaitent produire ne sont pas ceux que le monde du cinéma souhaite produire. Donc voilà un peu les grands enjeux qui nous attendent cette année encore. Ne permet pas de savoir quel est le succès de l'œuvre, premièrement. Donc, on ne sait pas quelle est la carrière du film et partant du producteur et de l'auteur, enfin de l'auteur, pardon, et du producteur après, et du distributeur. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, finalement, le catalogue, combien ça vaut. Donc, pour les auteurs et les producteurs, ils ont besoin de pouvoir investir avec l'argent qui découle de l'exploitation de l'œuvre. Donc, pour ça, il faut qu'ils puissent valoriser leur catalogue pour pouvoir investir en développement avec les auteurs après. Ça n'est plus possible à l'heure actuelle. Voilà. Donc, il faut voir aussi ça. Et après, je pense qu'il y a un problème d'obsolescence programmée. C'est-à-dire que produire des œuvres avec un algorithme, recommander des œuvres avec un algorithme, ça veut dire, d'une certaine façon, proposer ce que j'attends déjà. Et donc, finalement, ça en fait une sorte de flux. C'est-à-dire qu'on le voit, on se divertit et on l'oublie. Donc, on produit des choses, finalement, qui sont attendues. Et donc, le fait de ne pas pouvoir faire un pas de côté, de ne pas pouvoir être dans une logique d'offre et être uniquement dans une logique de demande, ça fait qu'on investit énormément d'argent, y compris de l'argent public, pour des œuvres qui sont dans une logique d'obsolescence programmée. Voilà. Merci beaucoup pour ce point parce que ça revient sur une piste de réflexion que nous avons au sein du groupe Culture de la France Insoumise. En fait, aujourd'hui, donc on en a parlé longuement de ces algorithmes. On a parlé de l'Union européenne qui veut les avoir pour pouvoir concurrencer Netflix. Mais en fait, il y a aussi du coup cet enjeu sur ces algorithmes. Et nous, ce qu'on est en train on réfléchit à cette idée que en fait, ces plateformes devraient rendre publics leurs algorithmes, non pas pour pouvoir les utiliser et faire des films qui correspondraient à une attente des consommateurs. Ce n'est pas l'objectif, mais pour du coup comprendre du côté public pourquoi il reçoit ce type de film, mais aussi comprendre côté cinéaste, producteur ou distributeur ou exportateur qui aurait à faire un deal avec cette plateforme, comprendre comment le film est mis en avant. Parce que, comme on l'a dit, c'est des algorithmes, donc du coup il y a des cibles. Quand on est cinéaste et que son film est sur Netflix, quelle est la cible ? Qui va le voir ?
Est-ce que c'est une personne plutôt de 50 ans, 60 ans? Est-ce que c'est plutôt un public jeune? Enfin, qui Netflix cible? Et qui a vu le film? Quelles sont les données? Parce que je pense que je pense qu'après, vous pourrez rebondir dessus, mais il y a ce truc que quand on est cinéaste, il y a ce partage avec le public, et avec ces plateformes, le partage avec le public n'existe plus. On ne sait pas en fait quelle est la réception, on ne sait pas si en fait la personne a mis le film sur Netflix, est partie 3 minutes plus tard, on ne sait pas, on n'a pas de visibilité sur est-ce qu'elle a regardé en grand écran ou en fait elle était sur d'autres fenêtres en même temps qu'elle regardait le film. Tout ce partage avec le public n'existe plus. Tout est dématérialisé et donc du coup voilà, pour vous qu'est-ce que serait l'idéal dans une collaboration avec ces plateformes pour remettre un peu de sens dans tout ça? Déjà, le premier, alors, du point de vue du cinéaste que je suis, déjà la première chose, ça serait ne serait-ce que de mettre en valeur l'auteur ou les scénaristes, ou l'auteur et les scénaristes qui ont travaillé à la fabrication du film. C'est-à-dire que quand on est sur Netflix, et ça c'est le modèle très américain, c'est même quasiment le modèle hollywoodien. Enfin, il suffit de regarder l'affiche d'un film hollywoodien, on la cherche en tout petit, on cherche par les stars du cinéma américain, mais on cherche, il faut vraiment aller, faut vraiment creuser pour trouver le nom du réal, quoi, ou de la réalisatrice. Donc ça, et le même problème se pose sur les plateformes. On ne sait pas qui a fait le film, on ne sait pas d'où il vient, enfin, on ne sait rien. Donc, je pense que c'est ça, déjà, c'est le problème. En effet, je pense aussi que la quantité, mais complètement dingue quand même, d'œuvres qu'il y a sur Netflix font qu'on est mécaniquement noyé sous en plus la production propre aux plateformes, qui évidemment valorisent leurs propres produits, pour reprendre un peu leurs propres termes pour le coup, et qui ne sont pas très attachés à mettre en valeur des œuvres cinématographiques, sauf si elles ont eu un succès en salle. Après, je pense que là encore, pour elles, c'est juste une addition de catalogue, avoir le catalogue le plus gros possible, sans nous raconter, sans nous dire quoi que ce soit de la réussite de l'œuvre auprès du public, etc. De ce point de vue-là, oui, il y a un problème, et là, oui, il faut un tout petit peu, enfin pas un tout petit peu, il faut beaucoup plus de partage des données auprès de tous les acteurs de la filière cinématographique, enfin des œuvres en général. Après, moi, je pense aussi que il faut pas attendre je suis un peu dur là-dessus, mais moi, je me fais pas tout un film en fait de ces plateformes-là. Je préfère penser, il y a en France des plateformes comme la Cinétech, il y a en France, il y a une plateforme comme Mubi par exemple, qui sont des plateformes de niche sur du cinéma d'auteur, du cinéma de création, etc. Et moi, je suis plus attentif, plus attaché à ce type d'endroit, donc qui prouve bien qu'on peut faire quelque chose en toute intelligence et avec une belle éditorialisation des cinémas et des œuvres. Et je pense que vraiment des grosses plateformes type Amazon, type Netflix sont sur des raisonnements absolument et diamétralement différents. Voilà, complètement. Enfin, je pense que c'est et je pense qu'on a tout intérêt à s'en méfier quand même, parce qu'elles ont des comportements de prédation quand même. Il suffit de voir ce qui s'est passé aux États-Unis. Aujourd'hui, quand on est un cinéaste indépendant aux États-Unis, on ne sait plus où montrer son film. Et si les Américains, si on compte les montrer sur une plateforme comme Netflix, c'est en fait c'est tirer un coup dans l'eau, parce qu'en fait il n'existe pas, l'algorithme te met pas en valeur, etc. Donc je pense que il faut se méfier. Je pense sans tirer des grosses théories sur le numérique et l'internet, s'il y a quelque chose d'intéressant sur Internet en général, dans le numérique en particulier, c'est la perspective et la possibilité de créer des objets de consommation, de visionnage des œuvres qui soient différenciés, qui soient inventifs, etc. Et je pense que Netflix, c'est pas une idée de dingue quand même. Il faut quand même se rappeler qu'à la base, c'est une gestion de stock de DVD, quoi. C'est ça l'idée de Netflix au départ. Et donc c'est juste, tiens, merde, j'ai que 4 DVD de Spider-Man, j'ai un 5e client qui le voudrait, qu'est-ce que je vais faire? Ah, il avait aimé un autre film de super-héros, je vais lui envoyer un autre film à la place. C'est ça Netflix. Donc c'est pas une idée de génie, hein. C'est juste beaucoup d'argent et une adaptation d'une question d'une donnée, enfin des problèmes de gestion de stock à un truc numérique. Enfin, je trouve pas ça fou, quoi. Et voilà, moi je pense qu'il faut pas trop rêver, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Malheureusement, donc, le temps file et nous arrivons bientôt à la fin de cette table ronde. Donc, je rappelle la thématique de cette journée, c'est imaginer d'autres lendemains pour la politique culturelle. Donc, si vous pouvez chacun, votre tour, faire une petite phrase de conclusion et nous dire pour vous, ce serait quel lendemain pourrait-on souhaiter au cinéma en France et plus particulièrement à la salle de cinéma, qui est ce lieu si précieux d'échange et de réflexion pour les citoyens et citoyennes.
Étienne, si vous voulez commencer. J'avais pas réfléchi à cette petite phrase, mais pour moi, la conclusion est simple, c'est que les cinémas rouvrent rapidement, le plus rapidement possible, et que le public retrouve le chemin des salles. Ça, c'est mon souhait le plus grand pour les semaines qui viennent. Non, parce qu'en fait, moi, je vais finir par l'européen. Idia, je t'en prie. Je dirais plutôt pour la culture, enfin, au sens plus large. Pour ce qui est du cinéma, et je l'inclus là-dedans, je pense qu'il y a quelque chose de fondamental et d'extrêmement important sur la question de la culture. Évidemment, je suis comme Étienne, on attend que ça, que les salles rouvrent. Enfin, on est un peu en souffrance, pour le dire clairement. Mais plus que ça, je pense qu'il faut être extrêmement vigilant à l'endroit des plus jeunes, à ce qu'on leur rapporte, à ce qu'on leur offre la diversité de la production cinématographique et en général de toute la culture. Et bien plus que ça, moi, je pense qu'ici, puisqu'on est à la France Insoumise et c'est un débat politique, un objet politique, je pense qu'il faut vraiment se pencher sur la question de l'éducation à la culture. Je pense qu'on ne peut pas dissocier les œuvres, les espaces et les lieux de diffusion à la manière dont on donne des clés et des outils aux collégiens, aux lycéens, à se saisir d'une œuvre, à en comprendre la complexité, à être ouvert à la diversité et à la multiplicité des œuvres, même à l'inattendu et à ce qu'on ne connaît pas. Et je pense que là-dessus, il y a vraiment un gros travail à faire main dans la main avec un ministère de la Culture et un ministère de l'Éducation nationale qui soit attentif à ça. Et j'ai le sentiment que c'est de moins en moins le cas, puisqu'on sait très bien que, par exemple, dans les lycées, on est en train de fermer petit à petit de plus en plus de cours de cinéma, de cours d'éducation à l'image, etc. Et je pense que ça, c'est vraiment problématique, quoi. Je pense que c'est un véritable enjeu de société. Et en fait, en réalité, c'est tout simple, c'est remettre la culture au centre et au cœur du projet démocratique. Voilà. C'était le sujet de la conférence juste avant, éduquer à l'art, éduquer par l'art. Juliette. Alors, en fait, vous ne pouvez pas mieux dire. Le truc, c'est que je pense que s'il pouvait y avoir un projet, ce serait au niveau européen d'investir des sommes importantes sur la création de centres culturels /cinéma. C'est-à-dire que ça va plus loin que le cinéma. C'est comment réunir des gens, et particulièrement les jeunes, mais pas que, autour de la culture pour refaire un projet de société ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout envisagé parce que course à la compétition par rapport à la Chine, par rapport aux États-Unis. Voilà. Donc, il faut sortir de ça et refaire un projet de société ensemble au niveau européen, en acceptant la diversité que nous représentons pour pouvoir créer des lieux d'échange et de culture. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Et du coup, on espère pouvoir se retrouver bientôt dans les salles de cinéma.